Il y a une chose qu'on ne dit presque jamais aux parents d'un enfant dyslexique. Lire, ce n'est pas une performance intellectuelle, lire, c'est un exploit physique. Et si votre enfant a du mal à lire malgré tous les efforts, malgré tout ce qui est mis en place autour de lui, ce n'est peut-être pas son cerveau qui pose problème, c'est peut-être la gravité. Oui, oui, vous avez bien compris, hein? Vous avez bien entendu la gravité, donc la force qui le maintient assis sur sa chaise pendant qu'il essaie de déchiffrer les lettres. Dans les 12 prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi votre enfant peut réussir un exercice de lecture le mardi et s'effondrer sur le même exercice le jeudi sans que rien n'ait changé dans son cerveau, rien. Et je vais vous partager 3 mécanismes qui, ensemble, éclairent la difficulté de lecture sous un angle qu'on aborde presque jamais. 3 mécanismes qui peuvent transformer votre regard sur ce que vit votre enfant. Un indice, le moment qui va probablement vous faire dire j'ai compris, arrive autour de la 6e minute. C'est le mécanisme numéro 2. Restez avec moi jusque-là. Et pour aller plus loin, je vais vous parler juste à la fin du podcast sur le sujet. Commençons par une actualité qui a fait beaucoup de bruit. La Haute Autorité de Santé, la HAS, a ouvert la voie au remboursement d'une application numérique conçue pour aider les enfants dyslexiques. C'est une excellente nouvelle, une avancée pour les familles. Ces applications s'appuient sur des principes solides des neurosciences et pour beaucoup d'enfants, elles apportent une aide réelle. Mais cette annonce nous a arrêtés à l'Institut Neurosciences sur une question. Quand une application aide un enfant à lire, qu'est-ce qu'elle traite exactement? Et surtout, qu'est-ce qui reste en dehors de son champ d'action? Cette question a été explorée à l'Institut et ce qu'il en ressort, je veux vous le partager aujourd'hui. Parce qu'on a l'habitude de penser la lecture comme un problème de logiciel cérébral. Un ensemble de circuits neuronaux qui, chez l'enfant dyslexique, ne se seraient pas correctement construits. Et donc, on cherche à les rééduquer avec des exercices ciblés, de la répétition, même de la gamification. Un peu comme on installerait un patch sur un ordinateur. Et pour beaucoup d'enfants, cette approche donne d'excellents résultats. Mais pour certains, et vous êtes peut-être en train de l'évaluer, les efforts se multiplient, les accompagnements se succèdent. Et pourtant, rien ne progresse durablement. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, le problème n'est peut-être pas là où on le cherche. Le problème n'est pas dans le logiciel, il est dans le matériel. Le matériel physique de l'enfant, sa posture, sa respiration, son équilibre. Tout ce qui, sous la surface, permet à un cerveau de fonctionner correctement ou pas. Et si ce matériel sature avant même que l'application ne s'ouvre, avant même que la leçon commence, vous pouvez ajouter tous les logiciels du monde. Ça ne suffira pas. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 3 mécanismes qui expliquent ça. Le premier va vous surprendre parce qu'il révèle quelque chose de fascinant sur le cerveau humain. Voilà quelque chose qui va vous étonner. Le cerveau humain n'a jamais été conçu pour lire. Aucun cerveau, nulle part, jamais. Pourquoi? Parce que la lecture est une invention culturelle à peine 5400 ans. À l'échelle de l'évolution, c'est comme si c'était arrivé hier après-midi, hein. L'évolution biologique, elle, prend des millions d'années pour construire une fonction cérébrale spécialisée. Donc, quand un enfant apprend à lire aujourd'hui, son cerveau improvise. Les neuroscientifiques appellent ça le recyclage neuronal, un concept magnifique développé notamment par Stanislas Dehaene, l'un des plus grands neuroscientifiques français. Concrètement, ça veut dire ceci. Pour lire, l'enfant doit détourner une zone de son cerveau, une zone située dans l'hémisphère gauche
à ce qu'on appelle la jonction occipito-temporale. Cette zone, à l'origine, était programmée pour reconnaître les visages. Vous m'avez bien entendu, reconnaître un visage. Et on lui demande brusquement de reconnaître des lettres. C'est comme si vous rénoviez une vieille usine du 19e siècle en gardant ses murs en briques pour y installer un centre de données ultra moderne. On garde la structure, on change complètement la fonction. Et ce détournement a un coût énorme, hein. Pourquoi? Parce que le cerveau doit désapprendre une règle vieille de millions d'années, la symétrie. Dans la nature, un prédateur vu de gauche ou vu de droite, c'est le même prédateur, hein. On fuit dans les deux cas. Le cerveau est programmé pour ignorer la différence droite-gauche. Mais pour lire un B et un D, ce n'est absolument pas la même chose. Et là, tout devient plus clair. Cette confusion classique BD, PQ que tant d'enfants dyslexiques rencontrent, ce n'est pas un bug, c'est un système ancien qui résiste au recyclage. C'est le cerveau qui dit « je n'ai pas été fait pour ça ». Mais ce mécanisme, aussi puissant soit-il, ne suffit pas à tout expliquer. Il a une question qu'il ne résout pas et c'est celle qui va tout changer. Restez, on y arrive maintenant. Voici la question qui bouscule. Si la difficulté de lecture est purement un problème de recyclage neuronal, donc un problème structurel du cerveau, alors comment expliquer ceci? Le même enfant, avec la même application, avec le même cerveau, réussit brillamment un exercice le mardi et s'effondre complètement sur le même exercice le jeudi. Le cerveau n'a pas changé en 48 heures. Alors, mais qu'est-ce qui a changé? Réponse, ces ressources disponibles. Et c'est là qu'entre en scène un chercheur français que je veux vous présenter ici. Il s'appelle Rémi Valentin. Il fait partie de l'équipe du professeur Thomas Similowski et il a un document, quelque chose de fascinant. Il a montré que la respiration, oui, juste le fait de respirer a un impact direct sur les capacités cognitives d'un enfant. Comment? Suivez-moi bien. À chaque fois que votre enfant inspire, son diaphragme descend. En descendant, il pousse les viscères, il change les pressions internes, il tire sur la colonne vertébrale et ce mouvement, invisible, minuscule, déplace le centre de gravité de l'enfant. Ça veut dire que respirer, c'est en soi une perturbation de l'équilibre, une perturbation micro, mais constante à chaque respiration. Et le système nerveux de votre enfant doit compenser en permanence. Il envoie des signaux à tous ses muscles posturaux tout au long de la journée, juste pour qu'il ne tombe pas de sa chaise. Tout simplement, ce système, on l'appelle le couplage posturo-ventilatoire. La coordination entre respiration et posture. Maintenant, tenez-vous bien. Voici ce que Valentin a démontré. Cette compensation n'est pas gratuite. Elle consomme des ressources corticales. Autrement dit, chaque respiration coûte de l'énergie au cerveau. Chaque ajustement postural coûte de l'énergie au cerveau. Et si le cerveau doit choisir entre tenir droit et lire, bien, il choisira toujours de tenir droit en premier, hein, tout le temps. C'est même prouvé par une expérience de laboratoire édifiante. On appelle ça le paradigme de la double tâche. Vous demandez à quelqu'un de faire un calcul mental, pas très compliqué, hein, il va y arriver. Vous lui demandez de faire le même calcul en équilibre sur une planche instable, ses performances de calcul chutent immédiatement. Pourquoi? Parce que son cerveau est occupé à ne pas tomber. Il n'a plus de bande passante pour compter. Maintenant, réfléchissez. Votre enfant, à l'école, tous les jours, il fait exactement la même chose. Il essaie de lire pendant que son système nerveux gère sa posture, sa respiration, sa proprioception. S'il y a un couplage posturo-ventilatoire fragile, il fait de la double tâche en permanence. Et le mardi,
quand il est reposé, quand la digestion a été bonne, quand sa respiration est fluide, il a assez d'énergie pour lire. Le jeudi, quand il est fatigué, quand un rhume bouche son nez, quand une tension pèse à la maison, ben, il n'en a plus. Ce n'est pas son cerveau qui a changé, hein, c'est son budget énergétique. On arrive au concept qui est au cœur de la neurothérapie intégrative, l'approche que nous enseignons à l'Institut Neurosciences. On l'appelle la disponibilité biologique. C'est un concept que nous enseignons depuis des années à l'Institut. Aujourd'hui, je vais vous l'expliquer tout simplement. Imaginez que votre enfant, chaque matin, se réveille avec un budget d'énergie limité. Sur ce budget, il doit d'abord payer une taxe obligatoire. Cette taxe, c'est ce qu'on appelle le coût adaptatif. C'est le prix à payer pour rester debout face à la gravité, stabiliser son regard sur une ligne de texte, gérer sa proprioception, c'est-à-dire savoir où son corps est situé dans l'espace, coordonner sa respiration et sa posture, filtrer les stimuli sensoriels autour de lui. Cette taxe, elle est payée avant toute chose, avant l'apprentissage, avant la lecture, avant l'attention, avant même de pouvoir écouter la maîtresse. Et ce qui reste après avoir payé cette taxe, c'est la disponibilité biologique. C'est l'énergie réellement libre pour apprendre. Voici ce que ça change complètement. Si les fondations physiologiques de votre enfant sont solides, sa posture stable, sa respiration nasale et fluide, son tonus bien organisé, la taxe est faible. Et il lui reste énormément d'énergie pour lire, pour comprendre, pour mémoriser. Mais si ces fondations sont fragiles, s'il respire par la bouche, s'il a du mal à tenir assis, s'il compense en permanence une instabilité posturale, la taxe devient énorme. Et même les meilleurs outils du monde travaillent alors sur un terrain instable. C'est comme renforcer la toiture d'une maison pendant que les fondations glissent. Vous pouvez ajouter toutes les tuiles que vous voulez. La toiture ne tiendra pas. Et c'est là que ça change votre regard de parent. Vous n'allez plus vous demander pourquoi mon enfant ne lit-il pas. Vous allez vous demander quelle part de ses ressources est encore mobilisée pour tenir debout et quelle part est vraiment libre pour apprendre. Cette question-là, c'est la vraie question. Et maintenant, la question pratique. Qu'est-ce que vous faites avec ça concrètement dès demain matin? Je vous le dis dans une petite minute. Récapitulons. 3 mécanismes, une seule lecture. 1. Le cerveau de votre enfant recycle des ondes anciennes pour lire. C'est un exploit neuronal. 2. Son corps en permanence gère sa posture et sa respiration. C'est un exploit physique, invisible. 3. Ce qui lui reste après avoir payé cette taxe, c'est sa disponibilité pour apprendre. Un cerveau ne flotte jamais dans le vide. Et lire avant d'être une performance intellectuelle, c'est une expérience incarnée. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous, parents, dès demain matin? Ça change 3 choses concrètes. 1. Vous observez son corps avant son cerveau. Regardez comment il s'assoit pour lire. Regardez sa respiration au moment où il déchiffre un mot difficile. Est-ce qu'elle se bloque? Est-ce qu'il inspire par la bouche? Ces observations sont vraiment précieuses et elles enrichissent le dialogue avec les professionnels qui l'accompagnent. 2. Vous n'ajoutez pas de charge sur un système saturé. Si votre enfant lutte pour tenir debout, lui demandez pas de lire 1 heure sans pause, c'est lui demander l'impossible. Alterner lecture et mouvement, pause courte, respiration nasale. 3. Vous cherchez à comprendre le corps autant que le cerveau. Le langage, le geste, la coordination en visuel, chaque discipline apporte son regard essentiel. La neurothérapie intégrative que nous enseignons à l'Institut Neurosciences propose une lecture complémentaire, celle du système tonico-ventilatoire, et cette coordination fine entre posture, respiration et attention,
Les praticiens formés par l'Institut intègrent cette lecture dans leur pratique aux côtés, bien entendu, des autres accompagnants. Ce qu'on vient de voir ensemble, c'est la synthèse, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dans l'épisode 87 de notre podcast, on va beaucoup plus loin. On y détaille en profondeur le système tonico-ventilatoire, ce fameux STV que je viens de mentionner. On y explique l'expérience de laboratoire qui prouve qu'on ne peut pas garder l'équilibre et réfléchir en même temps. Et le podcast se termine sur une question qui nous a profondément interpellés à l'Institut. Qu'est-ce que nos modes de vie, de plus en plus sédentaires, font en silence aux fondations de l'apprentissage de demain? Des enfants immobiles devant des écrans pendant des heures, des enfants qui ne courent plus, qui ne grimpent même plus, qui ne roulent plus non plus dans l'herbe. Est-ce qu'on est en train de, sans le savoir, d'atrophier le matériel dont le cerveau a besoin pour apprendre à lire demain? C'est une question vertigineuse. Le podcast y répond, l'épisode 87, donc la lecture est un exploit physique. Le lien est juste en dessous, en description. 21 minutes d'écoute pendant votre trajet au travail, votre marche, une soirée de détente. Vous ne verrez plus jamais votre enfant lire de la même façon. Si cette vidéo vous a parlé, voici ce que vous pouvez faire maintenant. Cliquez sur le lien en description sur l'épisode 87. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres contenus. Nous publions chaque semaine. Et dites-moi en commentaire, votre enfant respire-t-il par la bouche pendant qu'il lit? Se penche-t-il exagérément sur son cahier? Vos observations que vous allez nous partager va forcément aider d'autres parents. Et je vous dis à très vite.